Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Au programme des découvertes technologiques évidemment, mais également des questions sur la société numérique, des questions qui traversent notre société comme la discrimination à l'emploi dans le secteur IT. Pour en parler, j'ai convié le fondateur d'une entreprise de services qui est constituée d'informaticiens ayant le point commun d'avoir obtenu la reconnaissance de leur statut de travailleurs handicapés. Alors ce sera l'interview de Thomas Saillard dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous aurons accès en avant-première aux conclusions d'un important rapport sur l'attractivité de l'Europe en matière d'innovation. Nous dévoilerons ce qu'il préconise pour faire émerger davantage de champions sur notre continent. Des recommandations à découvrir donc dans notre débat du jour autour du livre blanc à la recherche des licornes européennes qui a été publié par l'AFCHAM, qui est publié par l'AFCHAM aujourd'hui même. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business et ses promesses économiques autour de la réalité virtuelle, avant de conclure par une innovation qui pourrait faire d'une entreprise française une pionnière dans l'informatique du futur. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Thomas Saillard. Bonjour. Donc vous êtes président fondateur d'Inov&Co, qui est une société de services informatiques qui se distingue par son équipe et ses valeurs. Vous avez constitué un réseau d'informaticiens dont le point commun, je disais, est d'avoir obtenu la reconnaissance administrative de leur handicap. Alors c'est très intéressant parce que historiquement, les établissements de travailleurs handicapés sont plutôt positionnés sur des métiers manuels. Et là, vous vous attaquez, donc depuis 2014-2015, le secteur en fait du travail intellectuel. Et moi, je voulais savoir sur quel type de travaux véritablement vous faisiez intervenir vos équipes. Alors tout à fait. Alors, donc moi je suis Thomas Saillard. Je suis autiste Asperger, donc travailleur handicapé. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et en fait le monde du handicap, c'est un monde où vous avez aussi des personnes qui sont diplômées Bac+2, Bac+5 et qui ont du mal à s'insérer sur le marché de l'emploi parce que le handicap fait encore peur. Quel qu'il soit d'ailleurs. Quel qu'il soit. Qu'il soit physique, qu'il soit divers. Vous avez des handicaps, des allergies, des handicaps sensoriels, vous avez de l'épilepsie, vous avez tout type de handicap. Et quand vous rentrez sur le marché de l'emploi, c'est difficile d'avoir un recruteur en face qui ne sait pas comment vous prendre. Voilà. Et donc nous, on travaille sur... avec des collaborateurs qui sont comme moi, diplômés Bac+2, Bac+3, Bac+5, pour travailler comme des grandes ESN, des grands cabinets sur les métiers informatiques, qu'ils soient du développement, de la gestion de projet, du test, des techniciens, des administrateurs, enfin vraiment toute la panel de métiers. Consultant en informatique, expert, technicien. Exactement. Si ce n'est que, évidemment, la population handicap est moindre par rapport à la population française. Et on a beaucoup moins de collaborateurs qu'une grosse ESN, mais on travaille sur les mêmes métiers avec les mêmes compétences. Et je vais même vous dire, nos compétences sont au moins égales, si ce n'est quelquefois meilleures, pour plusieurs raisons. La première, beaucoup plus de motivation, parce que moins d'opportunités. Donc, quand on a une opportunité, on se bat pour y arriver. Et la deuxième chose, c'est comme moi, mon autisme d'Asperger me fait voir les choses différemment, et notamment sur des sujets de la data, du big data ou de la cybersécurité. On a une façon de penser différente, qui est des fois complémentaire à d'autres personnes de l'équipe et qui nous fait voir les problèmes et les sujets différemment. Ah, c'est intéressant. Et vous avez des retours d'expérience des entreprises qui jouent le jeu, du coup, c'est quand même des partenaires finalement, ces entreprises, sur la manière dont se passe la vie avec les autres salariés de l'entreprise. Comment ça... Oui, tout à fait. Alors, nos clients, c'est à la fois des grands comptes du CAC 40 et aussi des startups, des PME, enfin toute personne qui, à un moment donné, souvent est touchée de près ou de loin au handicap ou aux difficultés de la vie et se disent on veut se donner du sens à notre vie, on veut faire quelque chose d'utile dans l'entreprise. Et la première chose qu'on doit faire, c'est leur démystifier le handicap et essayer de leur faire prendre conscience que c'est pas la mer à boire et qu'accueillir un travailleur handicapé, ça va pas fondamentalement changer leur vie
et qu'ils peuvent faire plein de belles choses, qu'on peut faire plein de belles choses ensemble. Et est-ce qu'elles se rendent compte qu'effectivement, c'est plus facile que ce qu'elles imaginaient? Oui, Et est-ce qu'il faut quand souvent, même avoir une petite souvent. méthodologie? Et une grande méthodologie, surtout, alors donc on vient en prestation, donc souvent c'est le démarrage le plus compliqué. Pendant les 3 premiers mois, on a un suivi qui est très important. On a une méthodologie en place, adaptée à chaque handicap et à chaque projet. On est agréé entreprise adaptée. On a vraiment une méthodologie par projet et par équipe. On ne va pas faire la même chose dans une équipe de 3, de 5 ou de 10 ou même multi-équipe. Voilà. Et c'est d'abord en fait des clients qui veulent travailler avec nous, qui veulent sensibiliser leur équipe et qui veulent donner du sens à leur travail. Et ça, ils nous intègrent bien pour ça. On n'a pas de problème. On a des handicaps, alors souvent dans 80% des cas qui ne sont pas visibles et qui sont pas compliqués à intégrer dans une entreprise, mais essentiels. Est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises qui jouent le jeu? Parce que dans le secteur de l'IT, on peut se dire finalement c'est plus simple d'accueillir une personne affichant ou n'affichant pas mais ayant un handicap puisqu'on a plein d'outils numériques qui peuvent nous aider à les accueillir. Pour autant, est-ce que vous constatez qu'il y a une discrimination qui reste importante dans le secteur de l'IT? Alors, souvent on a dit le handicap, bon, c'était des personnes qui n'avaient pas de bagage technique, qui n'avaient pas le bac, ce qui était faux. Donc il y a une image aussi le handicap, ça va être des travaux manuels. Et ça a longtemps été, nous les entreprises, du nettoyage, des espaces verts ou autres, ce qui est très bien. Mais ce qui ne convient pas à une population des personnes handicapées qui sont diplômées et qui ont suivi un cursus classique. Et donc oui, il y a une grande discrimination alors qui s'atténue, moi je le vois depuis 7 ans au fil des années, notamment parce que chaque entreprise a maintenant une obligation d'avoir un référent handicap, voire une mission handicap selon les tailles d'entreprise. Mais tous ne respectent pas cette obligation. Tous ne respectent pas l'obligation, mais quelque part, quand on se fait connaître, ils se disent tiens, oui, pourquoi pas, on peut essayer, ça nous coûte rien. Et souvent, on commence comme ça. Alors d'ailleurs, pour parler argent, c'est même intéressant parce que finalement, vous pratiquez, j'imagine, des tarifs classiques sur le marché, mais il y a un intérêt fiscal en plus. Alors oui, il y a un intérêt fiscal qui est donc il y a une amende à payer de 6% de travailleurs handicapés obligatoires, entreprises publiques ou privées. Et dans cette obligation, nous, on vient finalement pour compenser le manque de salariés en situation de handicap de nos clients. Et il y a à peu près 30% de chaque facture qui est récupérée en fin d'année pour payer cette amende-là. Donc, globalement, il y a 30% en fait du tarif journalier qui est récupéré en fin d'année. Ça compte, ça fait partie des arguments que vous pouvez avancer également, j'imagine. Ce qu'il faut après, c'est que la direction générale soit d'accord pour réimputer cette économie sur le budget de l'équipe concernée et de ne pas le laisser dans la direction des ressources humaines. Voilà. Merci beaucoup Thomas Saillard, président fondateur d'Innov & Co. Merci pour ce témoignage. C'est important qu'on prenne le temps d'en parler, y compris dans Smart Tech. Nous, c'est l'heure de notre débat sur la place de l'Europe dans l'écosystème de l'innovation. Comment renforcer la place de l'Europe dans l'écosystème de l'innovation? Comment débusquer nos prochaines licornes? Alors c'est tout le sujet du livre blanc que publie aujourd'hui la Chambre de commerce américaine en France et dont la chaîne Bismart est fière d'être partenaire média. Alors grâce à cette association, nous allons pouvoir découvrir en avant-première les éléments clés de ce rapport et puis en débattre avec Philippe Canon, associé chez Valtus, mais également membre du conseil d'administration de l'AmCham France, qui est le petit nom de l'American Chamber of Commerce
Commerce in France, organisation indépendante fondée par 11 hommes d'affaires américains à Paris au XIXe siècle pour promouvoir les échanges économiques entre la France et les États-Unis. Avec nous également Chloé Thuot, directrice des opérations chez RaiseLab, premier acteur de la French Tech entièrement dédié à la collaboration entre grandes entreprises et start-up sur les projets d'innovation. C'est un thème qu'on abordera très précisément pendant ce débat. Nous aurons également en visio Guillaume Sauvage de Saint-Marc, directeur de l'innovation chez Cisco, groupe informatique américain, leader dans l'IT et les réseaux, mais que tout le monde connaît. Alors, Philippe Cannon, cette étude dont vous allez nous dévoiler les grands traits de l'analyse, elle part d'un constat. C'est que l'Europe est en retard par rapport à ses concurrents asiatiques et américains dans la création de licornes. Les licornes, ce sont ces entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Alors, ma première question est un peu provocatrice peut-être, mais est-ce que c'est grave d'avoir moins de licornes? Est-ce que c'est à ça qu'on reconnaît une nation forte dans la tech? Écoutez, on est parti d'un constat assez clair, je pense que tout le monde partage. L'Europe est en retard sur les grandes plateformes technologiques. Je ne reviendrai pas sur les GAFA ou les grandes plateformes chinoises. Et vous avez parlé des licornes. Effectivement, on en compte à peu près 500, pour vous donner quelques chiffres. On en compte 500 dans le monde. À l'heure actuelle, il y en a 75% qui sont chinoises ou américaines sur des grands sujets d'innovation. L'Europe continentale, hors UK, représente que 7%. Donc on a incontestablement du retard sur ce qui fait l'innovation dans le marché et les clients, si j'exprime ça comme ça. Donc ça, c'est un problème de force de frappe, en fait. C'est un problème de passage à l'échelle. De par le marché, on y reviendra, de par la fragmentation du marché, adressable dans un premier temps pour les entreprises innovantes européennes. On y reviendra avec Chloé et Guillaume. Donc ça, c'était le premier constat, illustré par les licornes et la puissance européenne, je dirais, visible sur les marchés et les clients. Le deuxième constat qu'on a fait, et la pandémie nous a donné malheureusement raison, c'est que les grands sujets, les grands enjeux du futur vont nécessiter des ruptures innovantes, des ruptures fondamentales au niveau technologique. Deux grands sujets, on le vit, c'est la santé, on le vit, on y reviendra également, et l'autre grand sujet, c'est la transition écologique. On ne peut plus reproduire des modèles qui existaient auparavant, et ceci pour les 20 prochaines années. Et là, aujourd'hui, l'Europe se positionne clairement sur ces sujets-là. En tout cas, on avance. On verra à quelle vitesse. Chloé Thuot de RaiseLab, vous représentez donc l'écosystème start-up français. Qu'avez-vous retenu en priorité des recommandations de ce livre blanc que vous avez découvert avant nous? Oui, tout à fait. Et qui d'ailleurs sera disponible dès ce soir à télécharger pour tout le monde. Donc, pour nous, nous portons la grande conviction aussi chez RaiseLab, mais aussi chez l'AmCham, que l'innovation, ce n'est pas un gadget. C'est vraiment un outil performant pour atteindre beaucoup de croissance et beaucoup de transition aussi dans les grands groupes ainsi que l'écosystème startup. Donc, pour nous avons retenu deux recommandations clés pour pouvoir foisonner un peu l'écosystème startup. La première, c'est qu'il faut une feuille de route stratégique au sein des membres de comité de direction de chaque grand groupe ou ETI pour permettre en fait une vision très claire et transparente, à la fois en interne, mais aussi pour les startups avec lesquelles on travaille, ces grands groupes et ETI travaillent. Ça peut être soit par l'investissement, ça peut être par des collaborations, ça peut être via les achats, mais sans feuille de route stratégique, on peut avoir beaucoup plus de désalignement entre les startups avec lesquelles on travaille. Alors, on imagine, Chloé Thuot, que les grands groupes ont cette feuille de route quand même. Ces feuilles de route ne sont pas toujours, je pense qu'on se trompe un peu, que ces feuilles de route ne sont pas toujours aussi visibles qu'on aimerait les avoir et que ces feuilles de route sont portées par une petite membre ou un petit comité au sein des comités de direction et pas par chaque membre du CXO. Donc ça, c'est une recommandation que nous avons. Et une autre que nous avons, c'est autour de tout ce qui tourne autour des fonds de la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. Et ce qu'on dit, c'est que nous, ce que nous portons, c'est qu'aujourd'hui, en s'inspirant de ce qui a été fait en France via la Banque publique d'investissement, nous recommandons que la BI arrive à atteindre un niveau d'investissement jusqu'à 50 milliards d'ici quelques années, dont 15 milliards, une petite poche, 15 milliards dotés explicitement sur des investissements directs, qui ne se fait pas aujourd'hui via ces deux dispositifs. On va donner la parole à Guillaume Sauvage de Saint-Marc, qui est avec nous, directeur de l'innovation chez Cisco. Bonjour Guillaume de Saint-Marc. Bonjour. Alors, parmi les recommandations de ce livre blanc de l'AmCham qui s'adresse aux entreprises, lesquelles vous semblent particulièrement urgentes à actionner? Est-ce que vous rejoignez Chloé Thuot ou est-ce que vous en avez repéré d'autres? Alors, j'en ai repéré quelques autres.
Je rejoins évidemment Chloé et on a souvent, à tort, imaginé qu'il y avait une grande opposition entre les grands groupes et les startups. En vérité, la relation est très symbiotique et un des éléments clés pour l'innovation, c'est l'accès à un écosystème très diversifié. Certains parlent de jungle et on a absolument besoin de cette relation entre startups et grands groupes pour innover, et notamment à l'échelle européenne. Après, en ce qui concerne les grands groupes ou les ETI qui sont leaders dans leur domaine, les deux recommandations qui ont retenu mon attention, alors parmi un nombre important, il y a eu beaucoup d'experts et beaucoup de personnes interviewées, plus d'une cinquantaine pour la création du livre blanc, donc c'est un travail vraiment qui a été fouillé. Mais véritablement, celle qui a retenu mon attention, c'est celle qui interpelle les grands groupes sur la position au sein des équipes dirigeantes de la fonction d'innovation. Qui est en charge de la disruption? Qui est en charge au sein des comités de direction vraiment de ce qu'on appelle les nouveaux business? On pourrait appeler ça le Chief New Business Officer. Et donc on suggère vraiment très fortement à ce stade que les fonctions d'innovation et de création de nouveaux business soient positionnées au plus haut niveau, avec le leadership très fort du PDG, du patron du groupe, qui doit incarner lui aussi cette ambition. Quel que soit son secteur d'activité finalement. Quel que soit son secteur d'activité, il faut vraiment comprendre qu'on est face. Ce livre blanc ne paraît pas à un moment complètement anodin. On est en pleine crise, mais on sait que chaque grande crise a été aussi l'opportunité, paradoxalement, de voir beaucoup d'innovations émerger dans les mois et les années qui viennent. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près chaque mois qui passe depuis le début de la crise sanitaire a engendré, en termes de digitalisation, l'équivalent de ce qu'on arrivait à faire avant en une année à peu près. Donc on est dans une phase, paradoxalement, d'accélération intense et il faut absolument prendre le virage. La priorité pour les grands groupes, qui sont des leaders européens dans leur domaine, c'est d'émerger de cette phase de digitalisation rapide, toujours leader et encore plus leader, et pas de se faire distancer. Leur principale source de concern, comme on dit, c'est pas qu'une petite start-up vienne les disrupter. Au contraire, ils ont besoin de travailler avec les start-up. Leur principal problème, c'est qu'un géant américain ou chinois qui se digitalise également à haute vitesse en ce moment ne leur passe pas devant. C'est ça l'enjeu pour eux. Alors justement, on va revenir à cette question de la collaboration entre les grands groupes et les startups. Chloé Thiault, c'est vraiment le positionnement de RaiseLab. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans ce travail ensemble? Tout à fait. Une des convictions qu'on porte aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de l'innovation, ça s'arrête un peu à tout ce qu'on pense à un premier projet pilote, donc un proof of concept. Mais aujourd'hui, on se dit si tout n'est pas aligné dès le démarrage pour penser au scale, à l'intégration au sein des grands groupes. Et c'est là, en fait, que je reviens sur la feuille stratégique à l'intérieur au sein des grands groupes avec un CXO qui porte vraiment cette position-là pour son BUAL. Sinon, on fait plein de POC et puis ça ne va pas plus loin. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment se permettre d'avoir toute la partie alignement, que ça soit en compréhension à l'interne et en externe, pour pouvoir en fait porter cet alignement et aller au-delà de ça, comprendre en fait à quel moment il faut intervenir avec des expertises pour prendre les risques par-ci et par-là et en fait permettre vraiment à la scale, à l'industrialisation et aller au-delà d'époques un peu infernales. Alors Philippe Cannon, dans une autre émission de Smartech, on a parlé de la question des fonds, du rôle des fonds en fait dans le soutien à cet écosystème tech et start-up. Et on est arrivé au constat à la fin qu'il y a un problème en fait au moment justement d'un passage à l'échelle important. Les boîtes se tournent, les entreprises françaises se tournent de l'autre côté de l'Atlantique vers les États-Unis ou la Chine désormais. On manque de fonds véritablement puissants en Europe. Comment on peut changer ça ? Non, vous avez raison sur le constat. Vous faites certainement allusion à des exemples comme Snowflake, qui s'est coté aux États-Unis, par exemple, ou d'autres. Exactement, comme d'autres également. Donc, on a ce sujet de passage à l'échelle qui n'est pas simplement financier. On y reviendra, mais il est d'abord, vous avez raison, financier. Je lisais encore l'interview du PDG de Moderna. Il n'aurait pas pu développer en Europe ce qu'il développe actuellement. Je rappelle que c'est une rupture technologique avec l'ARN qui nous permet d'avoir un vaccin en moins de 8 mois, ce qui est quand même unique, et ça revient à mon premier propos. Nous avons besoin plus que jamais d'innovation.
Donc, ce que nous proposons, et Chloé en a parlé, c'est qu'on passe à l'échelle européenne. Je pense que c'est absolument clé dans nos recommandations. Nous ne pouvons plus réfléchir simplement pays par pays. Nous avons une fragmentation qui est nuisible. Alors, il y a des fonds européens déjà. Il y a des fonds européens qui sont trop fragmentés ou trop en millefeuille. Donc, c'est pour ça que la BEI. Nous, on propose également une agence de l'innovation sur les mêmes modèles, si vous voulez, que la DARPA aux États-Unis, qui a lancé tout ce qui est au niveau recherche de défense, qui existe depuis très longtemps. Et on pense qu'il faut un minimum de 15 milliards par an sur ce type d'agence d'innovation qui permettrait de relier effectivement. Ce qui est très important pour nous, c'est une continuité. On est éminemment siloté entre les fonds d'investissement, entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la mise sur le marché, si je puis m'exprimer ainsi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une lisibilité, une visibilité du financement à l'application sur les marchés. Et je pense que c'est très important. Nous ne connaissons pas à l'heure actuelle au niveau européen qui est en charge de l'innovation. Si je vous le demande, il n'y a aucun titre qui vous vient naturellement. Sur l'Europe spatiale, c'est clair. Responsable des technologies, quand même. Mais oui, on n'a même pas de CDO au niveau européen, on n'a pas tout ça. Donc, je pense que c'est très important. On a Thierry Breton aujourd'hui. C'est une grande chance parce que vous faites bien de le dire. D'abord, il est français, il était chef d'entreprise, il a travaillé dans la technologie, mais vous voyez que c'est une exception quand même. Absolument. Ça ne vous a pas échappé. Donc, c'est très important pour nous d'avoir cette agence de l'innovation qui va être en fait le représentant européen de toute cette innovation, mais doté de fonds, effectivement. Il est très important que ce ne soit pas une addition d'initiatives, puisqu'il y a ça au niveau européen avec le programme Horizon, mais que ce soit bien une agence, en fait. Parce que moi, quand j'entends il faut créer une agence, je me dis alors une agence de plus. Oui, mais une agence avec des responsabilités, un budget et une gouvernance, je dirais, multiple. Ce qui a fait la richesse de notre rapport, c'est que personne ne se connaissait dans les 28 personnalités qui en faisaient partie, plus les 22 interviewés. Personne ne se connaissait. Donc voilà, je pense que c'est très important. Il y avait des chercheurs, des financiers, des juristes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Exactement. L'AmCham publie également un baromètre du moral des investisseurs américains en France. Quel est leur moral là en 2020, qui est une année en plus assez particulière? Alors, on n'a pas les résultats encore 2020. On a les résultats 2019. Bon, alors le moral devait être meilleur. Il n'a jamais été aussi haut. L'attractivité de la France, ce rapport ne concerne que la France, mais n'a jamais été aussi haut. Donc, nous n'avons pas de problèmes fondamentaux. Nous le pensons sincèrement en France et en Europe. C'est-à-dire, nous avons les infrastructures, nous avons la main-d'œuvre qualifiée, nous avons d'éminents mathématiciens, physiciens, chimistes et autres. On n'a pas ce souci-là. On est attractif. On est attractif. Et ce qui est important, c'est que pour 91% des investisseurs américains, l'innovation est clé. Donc je dirais que c'est un cercle vertueux que nous appelons. C'est-à-dire que les investissements de R&D, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est de l'ordre de 35 milliards de sociétés américaines d'investissement R&D en Europe. Et de la même manière, les entreprises européennes investissent lourdement aux États-Unis. Donc on est complètement imbriqués, l'innovation est clé et on a l'ensemble des matières pour progresser. Ce qu'il nous faut, c'est le passage à l'échelle sur les marchés et clients. On va redonner la parole à Guillaume Sauvage de Saint-Marc. Vous dirigez une équipe qui est répartie dans différents centres de R&D. Vous en avez au Royaume-Uni, en France, en Israël, en Inde, aux États-Unis. Est-ce que vous constatez qu'il y a des lieux géographiques où c'est plus difficile que d'autres pour innover? Oui, et surtout des lieux où il est plus facile que d'autres pour innover. On peut citer l'écosystème israélien, qui est un écosystème fantastique. On a d'ailleurs récemment annoncé le rachat d'une start-up qui s'appelle Portshift là-bas. C'est vrai que ce sont des écosystèmes fascinants. Je pense que Philippe l'a bien décrit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, en Europe, on a tous les atouts, on a tous les talents. En revanche, ce qui nous manque parfois, c'est la force de frappe opérationnelle. Il ne faut pas être naïf et avoir une vision un petit peu romantique de l'innovation où on se dit, bon, voilà, il y a quelqu'un qui va inventer un truc dans un coin. En vérité, c'est une machine de guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Une société comme Cisco, par exemple, rachète une société toutes les 6 semaines. Donc, c'est pour vous donner une idée de la machine qui est mise en place. Et l'écosystème d'innovation américain, extrêmement connecté, est aussi extrêmement opérationnel. C'est ce qui manque parfois un petit peu chez nous. Et c'est pour ça qu'il est très important de donner aux fonctions d'innovation des moyens opérationnels lourds et alignés avec la stratégie. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes ou des acteurs leaders ETI dans leur domaine
doivent vraiment comprendre qu'il est temps, si ce n'est pas déjà fait, c'est aussi d'ailleurs une des recommandations qu'on a poussées, d'aligner leur stratégie avec ce qu'on appelle un mission statement. Donc vraiment, être capable de formuler l'ambition de la société qui prend en compte ces transformations. Chez Cisco, on l'a fait récemment. On a longtemps eu une mission statement. C'est pour dire qu'on l'applique également, les grandes sociétés américaines l'appliquent à elles-mêmes constamment. On a longtemps eu une mission statement autour des technologies de l'Internet qu'on a largement contribué à construire. Aujourd'hui, notre mission statement, c'est Power an Inclusive Future for All. Donc vraiment amener un futur inclusif à tous. On s'est rendu compte pendant la crise de l'importance de la digitalisation des technologies du numérique et de l'importance de l'inclusion, que ce soit dans l'éducation, dans le travail, dans la santé. Aujourd'hui, on en a fait en quelques semaines notre nouvelle mission d'entreprise. Donc voilà, c'est pour donner un exemple concret, mais il faut absolument avoir une stratégie alignée avec des enjeux d'innovation opérationnelle. Chloé Thuot, vous travaillez aussi avec des grands groupes internationaux qui souhaitent s'installer ou prendre une petite place dans la capitale, à Paris. Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce que vous entendez qu'aujourd'hui, des attentes auxquelles on ne répond pas? Aujourd'hui, la France a la grande opportunité d'avoir beaucoup de grands groupes et de EDI qui sont ouverts et qui veulent avoir cette position-là de créer des valeurs économiques avec des scale-up et des startups non seulement françaises, mais aussi à l'échelle européenne et au-delà de ça. Et donc, en fait, ces grands groupes, ces scale-ups qui cherchent quand ils viennent en France, c'est en fait ces opportunités-là de rentrer et de trouver des marchés avec lesquels travailler avec les grands groupes. Et est-ce qu'elles trouvent alors ce qu'elles cherchent? Elles trouvent souvent, il y a des portes d'entrée, mais elles ont besoin d'au-delà de ça. Et c'est là que RaiseLab, en fait, apporte l'accompagnement. Elles ont les portes d'entrée, mais elles ont besoin d'au-delà de ça. Elles ont vraiment besoin de la partie collaboration. Oui. Et en fait, le cadrage de tous ces écosystèmes-là. Et en fait, c'est ça que RaiseLab apporte. Nous, on apporte vraiment du conseil en matière d'accompagnement, opérationnellement parlant, sur l'accompagnement de ces grands groupes. On a parlé de la responsabilité des grands groupes qui doivent avoir une feuille de route claire, transparente. Mais quid des startups de leur côté? Est-ce qu'elles sont à la hauteur et au niveau des attentes de ces grands groupes? Moi, je pense que oui. Et je pense qu'au sein de l'AmCham aussi, nous portons cette conviction-là. Mais en tant qu'Américaine, je sais que, par exemple, tout ce qui est en matière d'innovation et de besoin et d'envie d'aller au-delà de ça, de matière de collaboration économiquement parlant avec les grands groupes, est quelque chose qui est porté déjà, cette vision de l'innovation, etc., au sein des États-Unis depuis très longtemps. C'est quelque chose qui arrive plus récemment en France, mais qui est aussi porté. Et donc, je pense qu'il y a cette volonté des deux parties de trouver une entente et de vouloir aller au-delà de ça, de juste de la communication ou un premier projet, mais vraiment trouver économiquement parlant, une opportunité vraiment gagnant-gagnant en termes de business et de marché, mais il faut les soutenir un peu, tout l'écosystème, pour trouver ces moyens-là d'y arriver. Philippe Cannon, je disais, vous êtes aussi dans une entreprise française qui est leader en Europe sur le management de transition. Vous avez aussi travaillé pour Capgemini. Finalement, vous êtes la preuve qu'on peut réussir quand même en France. C'est-à-dire que, d'où ma question sur est-ce qu'on a les capacités, est-ce que les startups sont au niveau, est-ce qu'elles répondent véritablement aux attentes? Moi, je pense que c'est... Si on peut y arriver, c'est qu'il y a quelque part, ça coince encore. Ça coince, et je voudrais insister sur quelque chose de très, très différent par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on oublie la force des pouvoirs publics aux États-Unis et des grands donneurs d'ordre. D'accord ? Donc, quelques exemples là-dessus. On oublie de dire que SpaceX, par exemple, d'Elon Musk, qui vaut quand même 46 milliards dans les licornes, là où la meilleure licorne vaut 10 milliards en Europe, c'est la NASA qui a fait décoller SpaceX, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est pas simplement un marché privé. On a un déficit, pour répondre à votre question, de marché client pour nos meilleures startups. Et je pense, et c'est pour ça que dans nos recommandations, on a le poids des institutions européennes en tant que donneur d'ordre marché, pas simplement financement. On parle beaucoup du financement, à juste titre. On a encore des tickets moyens qui sont trop faibles. La BPI, la BEI, on a des propositions par rapport à ça. Mais j'insiste sur un point, on a besoin de marché et de clients. Et nos startups ont besoin de marché et de clients, pas simplement de financement. Et un des premiers gros clients, c'est l'État. C'est l'État, puisque vous savez que la puissance publique, pas simplement en France, même en Europe,
c'est des tickets moyens importants, comme le font les États-Unis. Les États-Unis l'ont fait dans l'espace, le font dans la défense. La défense, c'est grand marché. Le font dans la technologie. J'ai quitté Microsoft il y a quelques années. Un marché de plus de 10 milliards qui a été gagné avec le gouvernement fédéral. Donc, les donneurs d'ordre publics sont souvent un peu sous-estimés en France et en Europe, voilà, puisqu'on oppose souvent les deux. Et donc, pour conclure sur ce sujet... Peut-être à cause de monopole de l'État, justement. Non, c'est pas dans la culture des États, au sens large, et en France, de faire confiance aux entreprises innovantes. Donc là aussi, on a eu des propositions. On aspire à ce qu'il y ait un pourcentage, comme pour d'autres entreprises. Il faut absolument que les entreprises innovantes trouvent des marchés et des clients le plus rapidement possible. On instaure une sorte de quota, finalement, d'investissement ou d'achat. Et ça, à l'échelle européenne, parce que je pense que c'est à l'échelle européenne que ça a joué. C'est notre conviction profonde dans tout le groupe de travail. Le passage à l'échelle est absolument clé. Donc les startups ont besoin de passage à l'échelle par rapport à la fragmentation de notre continent. Je vais redonner la parole encore à Guillaume Sauvage de Saint-Marc, qui est toujours connecté. Alors, Cisco travaille aussi avec des incubateurs, des accélérateurs de l'écosystème français. Est-ce que ces deux mondes, de la grande entreprise américaine et du petit écosystème français, se comprennent et se parlent bien ? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès et vraiment la plupart des acteurs français qui pèsent dans leur secteur aujourd'hui ont bien compris les enjeux, disposent de programmes d'engagement avec les startups qui sont tout à fait sérieux. Et donc il y a eu beaucoup de progrès en la matière. Alors il y a plusieurs types de collaboration. On peut faire, je vais simplifier un petit peu, mais on peut faire trois choses. On peut s'intéresser de très près à une startup parce qu'elle elle développe une technologie, par exemple, qui peut être tout à fait clé pour le secteur et on peut avoir envie de la racheter. C'est ce qu'on a fait, par exemple, l'année dernière avec une société qui s'appelle Centrio, qui faisait de la cybersécurité industrielle en France, très bel acteur qui est désormais chez Cisco. On peut, et c'est plus fréquent, s'intéresser à une startup pour collaborer. Il faut bien comprendre que pour innover, il faut de la vitesse et de la capacité à prendre des risques. Ce n'est pas toujours ce qu'un grand groupe est capable de faire, même si, comme l'ont rappelé Philippe et Chloé, il y a tout un aspect de la culture, de la prise de risque qu'il faut importer des États-Unis, y compris au niveau des acteurs publics. Et voilà. Et donc là, on peut co-innover. Et souvent, les startups ont cette capacité à aller compléter une offre, à aller très rapidement en partenariat avec un grand groupe, permettre de saisir un marché de manière absolument exceptionnelle. Et puis, il y a la troisième type de collaboration, c'est bien sûr penser aux startups en tant que fournisseurs. Quand on regarde sa base de données fournisseurs, il est de plus en plus important de s'interroger sur la présence de startups et la quantité de startups dans sa base fournisseur quand on est un grand groupe, parce que c'est comme ça qu'on peut les aider. Et là, véritablement, on leur donne accès à des marchés. Alors, on arrive à la fin de ce débat. Il y avait un mot-clé, moi, que j'ai retenu aussi dans ce livre blanc de l'AmCham, c'est la co-innovation qui doit devenir la nouvelle norme. Comment est-ce qu'on co-innove ? Vous avez très peu de temps pour me répondre en plus. On co-innove en une seule phrase, on co-innove en rassemblant des personnalités très différentes. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on s'est attaché à faire. On co-innove par des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude d'avoir les mêmes réflexes. C'est comme ça qu'on co-innove avec de la diversité. On a réussi dans ce monde technologique à avoir 30% de femmes, c'est déjà assez remarquable. On a eu toute nationalité, on a eu toute fonction. C'est ça qui est extrêmement important dans la co-innovation. La diversité, ce sera le thème de cette émission en fait, parce qu'on a commencé sur ce sujet-là aussi. Merci beaucoup Guillaume Sauvage de Saint-Marc, directeur de l'innovation chez Cisco, Chloé Thuot, directrice des opérations chez RaiseLab et Philippe Canon, associé chez Valtus et membre du conseil d'administration de l'AmCham. Nous, juste après la pause, on parle de réalité virtuelle et de son business dans le monde du jeu vidéo. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Je suis très contente de vous retrouver en plateau. Alors, on a déjà parlé de la réalité virtuelle ensemble lors de votre dernière chronique. Là, cette semaine, vous allez aborder véritablement les enjeux business. Absolument. Un marché estimé à 12 milliards de dollars sur un an et en très forte croissance. Alors, si on le ramène
au marché global de l'industrie du jeu vidéo, ça fait environ 8% de ce marché, donc c'est quand même une vraie part de ce marché. Et c'est un marché qui fait presque 12 fois celui de l'e-sport. Donc, un vrai marché. Ouais, on peut prendre en considération. Qu'est-ce que ça Absolument. représente en volume, en nombre de casques? Alors, c'est une bonne question parce que l'essentiel du chiffre d'affaires est fait sur le matériel. La société Cisco estime à environ 82 millions de dispositifs virtuels qui est dans les mains du grand public. Ce marché est dominé par 3 acteurs, Oculus, Vive et Sony, avec autour de tout ça tous les petits Google Cardboard, vous savez, les petits dispositifs en carton Oui. qui permettent à tous les téléphones portables d'être de véritables casques virtuels. Alors, j'ai eu envie de relever autour de ces 82 millions de dispositifs on va dire, pardonnez-moi, de surveille, comment dire, deux études. Voilà, 2 études. Ah oui, c'est l'anglais, ça. Faites par les sociétés ARM et Newzoo. La première, ils ont demandé à un panel de personnes où utilisez-vous la réalité virtuelle, et seulement 56% d'entre eux ont répondu à la maison. Donc ça veut dire que 44% utilisent la réalité virtuelle ailleurs. Pas un très bon signe d'adoption. Et la deuxième étude, on leur a posé la même question. Est-ce que vous recommanderiez la réalité virtuelle? Et moins d'une personne sur 2, c'est-à-dire 40% d'entre eux seulement, sont promoteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le grand public est amusé par la VR, mais ne l'a pas encore adopté. En fait, la VR n'a pas encore conquis le marché. Et alors, du Grand côté public. des grands éditeurs de jeux, est-ce qu'ils sont tous présents sur la VR? Eh oui, parce qu'il faut quand même amuser ces 82 millions de personnes qui ont des casques virtuels, et quel que soit le casque. Alors on va retrouver l'éditeur Electronic Arts avec Star Wars Squadron, comme on le voit à l'écran. Qui n'a pas rêvé d'être Luke Skywalker dans son X-Wing en train d'attaquer les vaisseaux de l'Empire? On va retrouver l'éditeur Valve avec Half-Life Alyx. On va retrouver l'éditeur Bethesda avec Fallout 4 en réalité virtuelle, l'éditeur Capcom qui a sorti le jeu Resident Evil VR, un jeu d'horreur. Alors là, vous êtes plongé dans des mondes. Moi, ça me fait trop peur. Ah, même ça fait vraiment très très peur. Là, c'est plus le chat qui vous fait peur dans les films, c'est des bêtes monstrueuses qui vous sautent dessus, et vous qui êtes en mode parano pendant tout le temps. Et il y a des jeux aussi plus sympathiques dans lesquels vous dansez, vous faites des chorégraphies, notamment un jeu qui s'appelle Beat Saber, fait par Hyperbolic Magnetism, qui fait un carton, et vous dansez et vous tapez sur des espèces de cubes. Il y en a pour tous les goûts en VR. Du jeu de tir, de l'horreur, de la simulation. Il y a même des jeux où vous faites rien, où vous baladez dans des paysages absolument somptueux, vous écoutez de la musique apaisante. Dans les moments de confinement, se balader dans des paysages somptueux et un peu désertiques, c'est plutôt sympathique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Est-ce qu'on pourra aussi jouer en VR sur les consoles de nouvelle génération? Alors, Nintendo, bon, ils n'ont pas sorti de console de nouvelle génération, mais sur la Switch, avait sorti il y a quelques temps un espèce de Google Cardboard, un dispositif en carton, aussi pour faire un peu de VR, dans le cadre du jeu Nintendo Labo. Bon, franchement, c'était pas très impressionnant et dans le fond, pas très intéressant. S'agissant des 2 autres constructeurs, tout a été dit sur les nouvelles consoles de nouvelle génération, mais rien sur la VR. Pire que ça, Phil Spencer, le patron de Xbox, a dit « Microsoft ne voit pas de marché pour la marque Xbox dans la VR ». C'est dommage, d'autant que Microsoft a tous les outils logiciels pour faire de très bons jeux, notamment avec DirectX 12. Côté Sony et les 10 teraflops de la PS5, on aurait pu s'attendre à de très très beaux jeux aussi sur la VR. Mais là aussi, Sony n'annonce pas de dispositifs de VR de nouvelle génération, n'annonce pas de mise à jour de son PS VR, et même pire que ça, alors on pourra jouer, on pourra faire de la VR avec le PS VR de première génération sur sa PS5, mais ce dispositif n'est pas compatible avec les manettes PS5 et n'est pas compatible avec la caméra PS5. Donc on va devoir ramener tous ces accessoires de la PS4 pour pouvoir jouer en VR sur la PS5, et comme les manettes notamment de la PS4 ne permettent pas de jouer aux jeux PS5, on ne va pas avoir de jeux exclusivement sur la PS5 en VR. C'est quand même dommage. Alors est-ce que c'est un désintérêt de Sony pour la VR ou je ne sais trop quoi? En fait, Sony, depuis 2016, a vendu 5 millions de casques en VR. Bon,
à comparer avec les 110 millions de PS4 qu'ils ont vendus sur la période, ça fait quand même relativement peu. Donc l'enjeu, en fait, business, il n'est pas sur les casques VR, il est exclusivement sur les consoles. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, Sony concentre tous ses messages sur les ventes de sa PS5 et ne parle pas de VR. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Selon vous, qui va l'emporter sur ce marché de la VR? Alors, c'est une bonne question. Oculus vient d'annoncer un nouveau casque virtuel à moins de 350 €. Eux, ils ont une chance, dans la mesure où les autres s'en désintéressent aujourd'hui, de prendre tout le marché. Et pour ça, ils ont deux voies. Soit ils créent une console VR, soit, pourquoi pas, ils s'associent à un Sony ou à un Microsoft pour être leur casque de deuxième génération. Et le cloud gaming, on en dit un petit mot, peut-être ce sera l'objet d'un approfondissement. Mais... Oui, dans le VR, c'est une bonne idée, mais aujourd'hui, pour faire court, les offres télécom, pour faire de la VR en cloud gaming, il faut avoir une offre télécom qui permette de faire du 100 mégabits garanti et d'avoir une latence inférieure à 10 millisecondes. Ouais. Voilà, enfin plus que la fibre optique, parce qu'il faut que ce débit-là soit garanti pour pas que le jeu s'arrête et freeze. Voilà. Aujourd'hui, les offres télécom grand public, il n'y en a pas, donc il faudra attendre un petit peu. Soyons patients. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby. Alors, j'ai retrouvé le terme que je cherchais la dernière fois sur le mal de transport. Oui. La cinétose. Quand on a un mal de VR. Voilà. Essayez Resident Evil VR, vous n'allez pas. Bon, alors, on n'a plus du tout le temps. Avant de se quitter, on va terminer par une découverte, une innovation qui nous promet un bond quantique dans l'informatique du futur. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Séverine nous partage l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'un progrès considérable apporté par une start-up française dans la course à l'ordinateur quantique. On regarde. Bonjour Delphine, alors aujourd'hui on va parler Deep Tech et ordinateur quantique. En fait, une entreprise française qui plus est en train de challenger les géants Google et IBM grâce à ses innovations en la matière. Cette entreprise, c'est une start-up fondée cette année qui s'appelle Alice et Bob et elle a pour ambition de créer un ordinateur quantique capable de détecter instantanément les erreurs et de les corriger. Elle vient d'ailleurs de réussir une levée de fonds de 3 millions d'euros, mais pour bien comprendre les enjeux de cette innovation, d'abord on va reprendre les bases de la technologie quantique. Alors un ordinateur quantique, c'est l'équivalent d'un ordinateur classique, mais qui utilise pour ses calculs les lois de la physique quantique. Dans cet ordinateur classique, on trouve un circuit électrique et des interrupteurs qui encodent une information, c'est ce qu'on appelle les bits. Ils sont égaux à 1 ou à 0. Dans un ordinateur quantique, le bit, on le renomme le qubit. Et alors là, il peut être à la fois égal à 1 et aussi à 0. Ça, c'est possible parce qu'on utilise des atomes. Et en physique quantique, un atome peut être simultanément à deux endroits à la fois. Résultat, l'ordinateur quantique mettra seulement 3 minutes à faire un calcul qui aurait pris 10 000 ans à un supercalculateur. Mais il y a un hic, augmenter la capacité de calcul pose un vrai problème de fiabilité. Pourquoi? Parce que plus le nombre de qubits est grand, plus ils sont instables parce qu'ils sont très sensibles à leur environnement. Alors le moindre changement de température, par exemple, peut complètement fausser les résultats obtenus. Pour répondre à ce problème, Alice et Bob a mis au point des bits quantiques supraconducteurs absolument uniques. Un qubit, en fait, auquel s'applique la théorie du chat de Schrödinger. L'approche d'Alice et Bob, c'est donc de repenser l'unité élémentaire d'information. Elle y intègre un système de stabilisation qui permet une correction d'erreurs autonomes directement à la source. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une approche qui bouleverse réellement la façon dont on conçoit aujourd'hui ces ordinateurs. Et le premier prototype a déjà donné des résultats très encourageants. Il voit diminuer le facteur de 300, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent dans la recherche quantique. Alors à quoi pourra bien servir cette technologie? Elle pourra par exemple servir à traiter des milliards de données dans le cadre de données utilisateurs par exemple. Elle pourra aussi renforcer les systèmes de sécurité. Et puis l'ordinateur quantique pourra également programmer les intelligences artificielles
ou même résoudre les plus grandes équations et nous donner enfin les clés, pourquoi pas, des mystères qui se cachent derrière les trous noirs. Beaucoup d'applications sont possibles, mais aujourd'hui, les meilleurs ordinateurs ne sont pas armés pour ces interminables calculs. Alors certes, l'ordinateur quantique, c'est déjà là. On a l'exemple avec la puce Sycamore de Google. Mais aujourd'hui, personne n'a encore réussi à introduire ce système de correction autonome. C'est ce que cette jeune start-up est en train de faire et elle est a priori sur la bonne voie. Merci beaucoup Cécilia Sévry. On vous retrouve tout de suite dans le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc c'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes et ces réflexions sur l'Union européenne et sur l'inclusion également. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.